L'année 2024 marquera le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France et sera l'année sino-française de la culture et du tourisme. À cette occasion, CGTN Français et BFM Business ont réalisé une émission spéciale. Dans cette émission, avec ma consoeur française Alexia Bork et les invités, nous avons discuté de la perspective de la coopération économique sino-française. Regardons ensemble. Bonjour à tous, à la veille des 60 ans de coopération économique entre la Chine et la France, quelles sont les perspectives de développement et de coopération entre les deux pays et quelles opportunités de croissance pour les entreprises françaises et chinoises? Avec moi en duplex à Pékin, Wu Mengyu, journaliste pour la chaîne CGTN Français. Bonjour Wu Mengyu. Bonjour Alexia. L'activité entre la Chine et la France est actuellement au ralenti, on le sait. Néanmoins, de nouvelles perspectives arrivent en 2024. Est-ce que vous pouvez nous partager votre vision sur la reprise de l'activité économique en Chine? Alors, une reprise économique vigoureuse est constatée dans plusieurs domaines en Chine. Par exemple, pendant les 8 jours de congé à l'occasion de la fête de la Lune et de la fête nationale début octobre, le nombre de voyages touristiques intérieurs a dépassé les 800 millions, soit une augmentation de 4,1% par rapport à celui de 2019, la période pré-Covid. Et aujourd'hui, avec moi sur le plateau, M. Ding Yifan, chercheur principal à l'Institut Taihe. Bonjour, M. Ding. Bonjour. Alexia, dites-nous qui est avec vous sur le plateau à Paris? Merci beaucoup déjà pour cet éclairage. Alors avec moi sur les plateaux sur BFM Business, Verouchka Bekar, directrice générale de Ciao Ciao Mobility France. Bonjour. Alors, avant de poser des questions à nos invités, je vous propose d'écouter notre ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin. Alors, l'année prochaine marquera le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et la France. Qu'est-ce que ces deux pays se sont apportés mutuellement ? Nous avons de belles performances, de belles entreprises qui réussissent en Chine. C'est le cas de L'Oréal, c'est le cas de Schneider, c'est le cas de Sanofi, c'est le cas de Michelin, c'est le cas de SEB. Beaucoup d'entreprises ont des performances en Chine. Vous avez 50 ans d'expérience avec la Chine. Qu'est-ce que vous retenez de ce pays? Qu'est-ce qu'il nous a apporté et quelle est votre vision? Globalement, je dirais que ce que je retiens, c'est la grande admiration pour le courage du peuple chinois. Moi, j'ai vu ces rues de Chine où il y avait des échoppes qui le jour étaient des magasins et qui le soir, toutes petites pièces, il y avait 5, 6, 7 personnes qui venaient dormir. J'ai vu les animaux dans les rues, j'ai vu tous ces échafaudages en bambou, j'ai vu ce pays immense, puissant grandir. Et je vois tout le courage, tous les efforts et sans doute toutes les difficultés que ce peuple a pu avoir dans la construction de ce qu'est aujourd'hui la Chine. Alors bien sûr, il y a des accords politiques, bien sûr chacun peut penser ce qu'il veut des dirigeants, des systèmes, mais le peuple lui-même, le peuple est un peuple courageux, est un peuple travailleur, est un peuple très très sensible, qui comme nous a des cordes de sensibilité. Je ne parle pas chinois, mais très souvent, dans les yeux, dans les attitudes, dans la communication non verbale, je les comprends. On peut dîner ensemble sans parler la langue, et finalement échanger fortement. C'est un peuple de sensibilité et ça nous rapproche. Les vieilles civilisations sont faites pour dialoguer ensemble. Globalement, la Chine, après le Covid, a une stratégie qui est de reprendre une position internationale et de faire en sorte que son commerce international puisse être à nouveau redynamisé. Ça veut dire que, naturellement, ils poussent leurs exportations, mais ça veut dire aussi qu'ils veulent développer leurs importations. Et donc, notamment, il y a ce grand rendez-vous de l'Expo de Shanghai, qui est au mois de novembre maintenant, qui se veut la première grande foire commerciale du monde, où là, naturellement, les entreprises sont accueillies et on leur facilite la tâche pour ce faire. Concernant les entreprises françaises qui souhaitent se développer à l'international, est-ce qu'elles peuvent encore envisager la Chine comme un marché potentiel ? Bien sûr, c'est un immense marché, ça restera un immense marché. Vous savez, tous les pays ont des difficultés. Nous-mêmes, nous avons des difficultés. Les États-Unis ont des difficultés. Le Brésil a des difficultés. Mais au fond, les difficultés passent et les puissances économiques reviennent. Et donc, la puissance économique de la Chine, c'est la puissance d'1,4 milliard donc d'habitants, de consommateurs. Et puis, naturellement, c'est un pays qui a une classe moyenne qui se développe. Donc, le marché sera toujours important. Et les entreprises françaises s'y développent considérablement. Même pendant la crise Covid, on a eu de très bons résultats. Alors bien sûr, il y a toute notre industrie du luxe, mais il y a aussi beaucoup d'activités, par exemple dans les infrastructures. On fait des
tunnel qui est très important en Chine, le tunnelier, donc par exemple avec Bouygues, par exemple les Galeries Lafayette dans le commerce ont des résultats aussi importants. Maintenant, nous avons écouté les points de vue de Jean-Pierre Raffarin. Monsieur Ding, est-ce que vous pouvez nous parler de l'exposition internationale d'importation de la Chine qui se tient actuellement à Shanghai? Quel est le rôle joué par les plateformes d'ouverture dans la coopération sino-française? En fait, l'exposition de l'importation internationale, c'est une entreprise inouïe dans l'histoire du monde. Car aucun pays n'organise une foire internationale seulement pour l'importation. Mais la Chine a pris le courage d'organiser une foire d'importation tous les ans à Shanghai pour accueillir les produits étrangers. C'est le seul dans le monde à ma connaissance. D'une certaine manière, par le geste même d'organiser une foire internationale d'importation, le gouvernement chinois a voulu montrer au monde entier que la Chine est prête à faire partager les fruits de son développement rapide depuis ces dernières années. La Chine est en train de devenir le plus grand marché de consommation dans le monde et la Chine veut faire bénéficier la puissance de la consommation de son marché à d'autres producteurs à travers le monde. C'est le 6e foire internationale de l'importation. Et si on regarde l'évolution de ces foires successives, on a constaté que de plus en plus de producteurs étrangers, surtout européennes en particulier, qui aiment venir exposer leurs produits dans cette foire d'importation. Et puis, ils veulent lancer leurs premiers produits sur la foire d'importation de Shanghai. Ce qui montre que le marché chinois est devenu un marché très important pour ces producteurs, pour que ces producteurs fassent connaître un peu ces nouveaux produits dans le monde. Et pour la coopération sino-française? Pour la coopération sino-française, je pense que la foire est en train de jouer un rôle important pour promouvoir, par exemple, les produits français en Chine. Le président Macron a participé au 3e foire internationale de l'importation. Le président Macron a fait promotion des produits français, en particulier du vin, de toutes sortes de vins français aux consommateurs chinois. Et ce n'est pas un hasard que les consommateurs chinois ont pris goût aux bons vins français et aux produits de luxe français depuis la présence du président Macron à la foire internationale de Shanghai. Je pense que le dirigeant a donné un exemple et les entreprises françaises sont intéressées à présenter leurs nouveaux produits sur la foire internationale de Shanghai. Je pense que la foire d'importation de Shanghai servira de lien de coopération entre la France et la Chine, servira à la promotion des produits français, en particulier de nouveaux produits en Chine, et ça va attirer de plus en plus de consommateurs chinois vers des produits français. Tout à fait. De plus en plus de produits et de services sont entrés sur le marché chinois et sont appréciés par les consommateurs chinois. Et maintenant à vous, Alexia. Merci beaucoup. Je vous propose maintenant d'écouter Caroline Pénard, directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie en Chine, pour écouter son point de vue sur cette exposition. Alors, la participation à la 6e foire internationale d'importation de Chine est une occasion excitante et nous sommes ravis d'y participer avec l'ensemble de la Team France et aux côtés de l'agence Business France. Cette année, environ 100 exposants français représentant une diversité d'industries seront présents à cet événement majeur et de mon côté, je me réjouis de m'y rendre très prochainement. Voilà, c'était donc Caroline Pénard, directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie française basée à Pékin. Je vous propose maintenant de reprendre l'antenne. Wu Mengyu, vous avez une question pour mon invité aujourd'hui sur les plateaux de BFM Business. J'aimerais poser la question à Madame Beccard. Je rappelle que vous êtes directrice générale de Cao Cao Mobilité France. Pourquoi Cao Cao, plateforme VTC très connue en Chine, a choisi la France comme sa première station internationale?
En fait, il y a plusieurs raisons à ça. La première, elle est bien sûr économique, puisque Paris, on a commencé à Paris en fait en janvier 2020, est une plateforme importante au niveau européen, et la France, au niveau européen, a sa place. Et donc du coup, c'était une des décisions de la part notamment de Geely, en fait, qui est notre investisseur principal, et de Monsieur Liu Sheng, qui habite en France depuis une vingtaine d'années, et donc du coup qui a fait pencher la balance vers Paris. Donc il y a cette partie-là, bien sûr, économique. Il y a aussi le fait qu'on s'est lancé sur Paris parce que en termes de mobilité, c'est un hub de mobilité qui est un peu un test au niveau européen. Donc c'était la deuxième raison. Et puis la troisième, elle est aussi une raison de voir un peu le design des LEVC TX qui appartiennent, la marque LEVC appartient d'ailleurs au groupe Geely. À Paris, on trouvait que c'était l'endroit idéal pour le lancer. Et bien sûr, les histoires de cœur de Monsieur Liu avec Paris, puisque ça fait plus de 20 ans qu'il habite Paris. Pour l'instant, un grand succès d'ailleurs pour cette implantation en France. Un grand succès, oui, on continue à se développer. Alors c'est vrai qu'on ne s'est pas lancé dans la meilleure période parce qu'on s'est lancé au mois de janvier 2020 et de lancer une plateforme de mobilité en janvier 2020 n'est pas idéal. Mais on a depuis lancé la plateforme, lancé notre société qui est une société de gestion de chauffeurs salariés. Et puis on continue notre développement avec... d'abord les franciliens et maintenant les touristes étrangers, et on est ravis de les voir revenir d'ailleurs et en nombre. Alors on reviendra justement sur votre positionnement en France par rapport à la concurrence. Juste avant, j'aimerais poser la question à Monsieur Ding Yifan qui est donc en duplex à Pékin. Bonjour tout d'abord. Je souhaiterais savoir quelles sont les mesures qui sont prises actuellement pour relancer l'économie, notamment pour les PME. En fait, oui. Depuis ces derniers jours, le gouvernement chinois a décidé de prendre des mesures en faveur de la relance de l'économie chinoise. Et en particulier, le gouvernement va ajouter un budget de dépenses publiques de plus de 1000 milliards de yuan de façon à stimuler la demande. Donc les PME chinoises et étrangères en Chine seraient favorisées de ce genre de budget public pour soulager leur endettement. En fait, le problème des PME en Chine, c'est qu'après 3 ans de pandémie, et ces PME sont devenues fortement endettées, si bien qu'elles n'ont pas le moyen de redémarrer et de développer le marché comme elles l'entendent. Maintenant, le gouvernement va prêter une main forte à ces PME pour les soulager, pour rééchelonner les dettes, etc. Donc cela va donner un peu plus de souffle à ces PME sur le marché chinois, et ceci va redonner de l'élan dans la croissance économique de Chine. Merci beaucoup. Je vous propose d'écouter un autre avis, celui de Henri Giscard d'Estaing, PDG du Club Med en Chine. J'ai en effet eu la chance d'avoir un père qui a une grande connaissance de la Chine, un lien très particulier avec ses dirigeants de l'époque, en particulier Deng Xiaoping, qui était devenu son ami personnel, et un père aussi qui a appris le chinois, qui savait le parler. Je pense que c'est aussi cela qui fait que je me suis, je dirais, impliqué dans ce développement des relations franco-chinoises. La Chine que j'avais moi-même découvert en 1976, donc quand j'étais très jeune. Je vois un très bel avenir à ces relations, malgré les turbulences géopolitiques de l'époque. Et je pense que la décision qui a été prise par les chefs d'État et les gouvernements de célébrer ce 60e anniversaire, notamment en faisant de cette année 2024 l'année du tourisme franco et de la culture franco-chinoise, est une initiative très importante et très adaptée. Après cette période de séparation forcée que la pandémie nous a obligés d'avoir, le fait de pouvoir recréer cette relation directe entre les deux populations, de pouvoir faire redécouvrir ces deux pays, de renforcer de ce point de vue-là la connaissance mutuelle et le dialogue est, je crois, extrêmement opportun. Et bien sûr, comme dirigeant touristique et comme président du Club Med, nous allons y contribuer activement,
faut voir et comment accélérer, renforcer ces échanges culturels et touristiques entre les deux pays. La croissance économique de la Chine offre aux entreprises françaises un marché colossal et beaucoup d'opportunités. Les consommateurs chinois recherchent des produits et des services de haute qualité, offrant ainsi d'énormes opportunités pour nos entreprises françaises. Cependant, il est crucial de comprendre le marché chinois, qui est complexe et diversifié, et avec ses préférences locales et ses normes réglementaires spécifiques. Voilà, et nous avons terminé avec Caroline Pénard, directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie en Chine. Mais tout de suite, je reviens avec nous sur les plateaux pour parler de l'entreprise Cao Cao. Donc, vous êtes le 13e constructeur mondial de véhicules et vous avez créé la plateforme de services VTC en 2019. Alors, forcément, comment vous distinguez par rapport à la concurrence en France ? Alors, en fait, Cao Cao Mobility France est complètement à part de la concurrence qui peut exister, parce que d'une part, on est l'émanation des valeurs en fait de notre investisseur principal qui est Geely, où on retrouve nos valeurs qui sont la partie sociale et la partie, je dirais, environnementale. La partie environnementale, parce que tous nos véhicules, les véhicules qui sont disponibles sur notre plateforme, sont uniquement des véhicules qui sont soit des hybrides rechargeables, soit des électriques. Nous n'avons rien d'autre. D'accord. Donc ça, c'est déjà une part importante. On est une des seules plateformes à offrir uniquement ça. Et puis la partie sociale qui était importante pour nous. Et en fait, c'est ce que je mentionnais tout à l'heure, qui est la création de SQVTC, qui est en fait la gestion de chauffeurs salariés. Donc en fait, lorsqu'un chauffeur de VTC s'adresse à Cao Cao Mobility France, il a le choix soit de devenir un chauffeur salarié à travers une de nos filiales, ou de venir en tant qu'indépendant au sein de Cao Cao. Donc c'est vraiment... Donc il a le choix. Il a le choix. Voilà. Il a le Ça, choix. c'est intéressant. Et on est pour le coup unique à ce niveau-là. Ensuite, on a un véhicule, une des valeurs aussi, c'est l'accessibilité pour tous. Donc le véhicule qui est le LEV CTX, qui est bien connu à Londres, en fait, c'est un véhicule qui est accessible pour toute personne, puisque les personnes à mobilité réduite, les personnes en fauteuil peuvent entrer dans le véhicule, puisqu'une rampe d'accès est disponible sur chacun de nos véhicules. Donc, que vous soyez en famille, c'est-à-dire jusqu'à 6, ou que vous soyez avec une personne ou avec un fauteuil, c'est tout à fait accessible. Donc ça, c'est vraiment notre positionnement et notre positionnement fort sur Paris. Merci beaucoup. Wu Mengyu, je vous donne la parole. Alors, j'aimerais poser la question à M. Ding. La coopération sino-française couvre un large éventail de sujets. Selon vous, quels sont les domaines à forte potentialité de coopération dans le futur? Oui, en fait, il doit y avoir beaucoup de domaines où la Chine et la France pourraient encore approfondir leur coopération. La France et la Chine sont de vieilles civilisations qui attachent beaucoup d'importance au développement culturel. Et en 2024, ce serait le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques officielles entre la Chine et la France. Et je pense qu'on va en profiter pour promouvoir des activités culturelles dans les deux sens, en Chine et en France. C'est le développement de la coopération culturelle. Mais la Chine et la France sont aussi engagées fortement dans la lutte contre le changement climatique. Et de ce point de vue, je pense qu'il pourrait y avoir aussi beaucoup de coopération dans le domaine du développement de l'énergie renouvelable, par exemple. Et là, il y a des points à partager. Il y a aussi de la technologie à développer. Et la France a été le premier pays occidental à introduire en Chine la technologie nucléaire civile. La technologie nucléaire civile a servi à la Chine. Ceci est un bon point de départ pour réduire l'émission de gaz carbone. Et là aussi, la Chine a fait aussi des préparations pour développer sa propre technologie nucléaire. Et là, la Chine et la France pourraient engager à nouveau de nouvelles coopérations pour promouvoir nouvelles technologies, ou ce qu'on appelle la 4e génération de technologies de centrales nucléaires. Et pour les entreprises françaises, quelle est l'attractivité du marché chinois? Les grandes entreprises françaises sont présentes en Chine et le marché chinois présente une place importante pour leurs bénéfices. Si on regarde le bilan de ces entreprises multinationales, le marché chinois est en train de devenir le marché le plus lucratif
Et je pense que les grandes entreprises françaises sont conscientes de ce changement, de l'importance du marché chinois, et elles vont continuer à investir, à élargir leur présence sur le marché chinois pour élargir leur part de marché. Mais je pense que le développement en profondeur des activités de ces grandes entreprises françaises pourrait impliquer d'une certaine manière d'autres PME françaises qui étaient leurs clients traditionnels, qui leur fournissaient des services, etc. Je pense que dans l'avenir, avec d'une certaine manière, le Covid est déjà passé. Je pense que de plus en plus de PME français vont essayer de revenir aussi sur le marché chinois avec les grandes entreprises. Alors, on aimerait savoir également quelles sont les attentes pour cette 60e année de coopération. Je vais peut-être justement poser la question. Eh bien, écoutez, Adi Ghimfan, à vous justement en Chine, quelles sont vos perspectives pour cette 60e année? En fait, depuis le début, il y a 60 ans, la France a été une source importante de transfert de technologie vers la Chine. La Chine avait importé des équipements de production pétrochimique importantes déjà dès le début des années 1970. Depuis l'ouverture de la Chine à la réforme, la Chine avait importé aussi beaucoup de choses, en particulier la technologie de nucléaire civil, par exemple. La télécommunication, les moyens de télécommunication français ont servi à la Chine de moderniser son système de télécommunication au début des années 1990. Je pense que maintenant, la Chine a développé ses propres technologies de télécommunication, la Chine a développé ses propres technologies de centrales nucléaires, etc. On pourrait interpréter cela comme le résultat de l'approfondissement de la coopération entre la Chine et la France. On peut envisager dans l'avenir de renforcer ce genre de coopération et aussi de développer en commun certaines technologies concernant la technologie nucléaire ou la technologie numérique. Dans le domaine de l'économie numérique, la Chine a pris un peu d'avance sur le reste du monde. Et là, on peut envisager une coopération plus approfondie entre des entreprises françaises et des entreprises chinoises. Merci beaucoup. Même question à mon invité donc sur le plateau de BFM Business en une minute. Est-ce que vous pouvez nous dire justement quelles sont vos attentes pour cette 60e année? Alors, je pense aussi que c'est l'année, ça a été mentionné tout à l'heure, c'est l'année du tourisme culturel entre la France et la Chine également. Et ça va être parce que le tourisme et la culture sont des notions importantes en termes de diplomatie. Justement, ça fait partie de la diplomatie. Je pense que c'est l'occasion aussi d'apprendre à se redécouvrir parce que ça fait quelque temps, effectivement, que nous nous sommes vus et de mieux nous comprendre. Et ça va passer à travers la langue, ça va passer à travers les différentes activités qu'il y aura en Chine et en France. Et pour une société comme la nôtre, bien sûr, c'est de revoir les touristes chinois un peu plus nombreux sur Paris, avec grand plaisir, de façon à pouvoir leur offrir un service. Merci beaucoup, merci à tous pour ce tour d'horizon et des perspectives de développement économique entre la Chine et la France à la veille de ce 60e anniversaire. Je vous remercie également à vous, téléspectateurs et auditeurs, d'être restés avec nous jusqu'à la fin de ce hors-série sur BFM Business. Merci beaucoup, merci à vous.